nos conseils sur BFM Business. Et Grégory Volokin également, qui sera avec nous dans un instant. Le grand retour de Grégory depuis New York en direct. Si vous nous suivez à la radio, vous savez que BFM Business est aussi à la télévision. Et on aperçoit la Grégory juste derrière moi dans le grand mur d'images de BFM Business. Grégory, on est ravis de vous retrouver. On se retrouve dans un instant alors que Wall Street recule un peu. Mais cette baisse beaucoup plus marquée aujourd'hui en Europe. Étienne est avec nous aussi depuis la tour Euronext. Étienne, le CAC est en train de réaccélérer un peu à la baisse, moins 1,6% actuellement. Allez, séance particulièrement volatile. Hier, un gain de 1,5%, la faveur notamment de bons indicateurs du côté des États-Unis. On s'en souvient, un secteur des services qui avait plutôt bien résisté aux États-Unis au mois de septembre. Et puis ce matin, CAC 40 qui perd 2,3%, plombé par les cours du pétrole qui se sont envolés d'une façon pharaonique, notamment du côté de Londres avec des hausses de 20-30%. Le mégawattheure du côté d'Amsterdam qui a également touché des records historiques. Et puis après, c'est retombé directement après une déclaration de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui estime qu'aujourd'hui, les Européens sont responsables de la crise du gaz car elle n'a pas conclu suffisamment d'accords avec Moscou. Mais Vladimir Poutine s'engage à booster les livraisons de gaz vers l'Europe. Et suite à cela, les cours du gaz se sont plutôt stabilisés. Et puis ça a permis à l'indice parisien de regagner un petit peu de points. Mais on reste toujours sur une séance assez compliquée cet après-midi avec un CAC 40 qui perd 1,6%. On essaye de se rapprocher des 6500 points, mais ça reste particulièrement compliqué. 6470 points avec beaucoup de volume cet après-midi puisqu'il y a déjà 2,2 milliards d'euros échangés actuellement dans l'indice parisien. Dans ce contexte et dans un contexte où il y a assez peu de visibilité sur cette flambée des cours de l'énergie, on assiste à de grosses prises de bénéfices sur des valeurs cycliques, à l'image notamment du secteur automobile, Stellantis, Renault, moins 3%, ArcelorMittal, moins 4% cet après-midi. Et puis quelques valeurs plutôt défensives arrivent à s'en sortir dans ce contexte. On peut notamment citer Eurofins Scientifique, c'est la plus forte hausse du CAC 40 avec un gain d'un peu plus d'1% cet après-midi avant le rapport sur l'emploi américain. Ça sera la donnée de la semaine, ça sera vendredi avec en attendant beaucoup de prudence sur ce marché et donc la baisse qui domine avec des baisses de plus d'1% sur les principaux indices européens. Quelques rescapés néanmoins du côté des valeurs, vous avez repéré Carrefour et SMCP. Oui, Carrefour, là on est dans l'indice parisien, CAC 40 avec un titre qui s'en sort plutôt bien dans cette séance de baisse, gain de 0,6%, 15,93 € dans le sillage du Tesco du côté de Londres qui s'envole de plus de 8%. Tesco, troisième distributeur britannique qui a revu à la hausse ses prévisions, qui annonce un programme de rachat d'actions de 500 millions de livres. Le marché achète la nouvelle et donc ça permet à Carrefour de plutôt bien s'en sortir après une baisse de plus de 7% au mois de septembre. Et puis hors indice, cette fois SMCP, Sandromage Claudie Pierlot, avec un dossier qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours avec l'un de ses actionnaires, notamment le chinois Shengdong Rui, qui de grosses questions par rapport à la capacité de rembourser ses dettes. Il avait jusqu'au 30 septembre et puis ensuite il avait encore quelques jours pour pouvoir rembourser ses dettes. Et là, ça y est, c'est officiel. Il n'a pas pu rembourser une grosse partie de ses dettes. Donc désormais, ce sont ses créanciers qui ont récupéré une partie du capital, des créanciers qui détiennent désormais 23%, mais ils n'ont pas l'intention d'augmenter la participation ni de prendre le contrôle du groupe, ce qui aujourd'hui entraîne une baisse de ce titre, moins 3,8%. On est à 7 € pile. Il y avait beaucoup de spéculations autour de ce titre sur une éventuelle sortie de la cote ou sur le fait que les créanciers pouvaient augmenter leur participation afin de prendre le contrôle donc de SMCP. Aujourd'hui, le titre marque une pause après, c'est vrai, s'être envolé sur des intérêts spéculatifs ces dernières séances. Merci Étienne. Étienne que l'on retrouvera bien sûr depuis la tour Euronext à 17h35. À tout à l'heure. Le CAC 40 est en repli très net. Il ploie sous le poids les prix de l'énergie qui s'envolent aujourd'hui. Le CAC perd 1,5, 6475. On voit qu'à Wall Street aussi, on est dans le rouge, mais dans une moindre mesure. Le S&P 500 perd 0,8%, le Nasdaq moins 0,6. On va s'envoler tout de suite pour New York, où l'on rejoint Grégory Volokin. BFM Business, BFM Bourse, USA Today. Il est de retour parmi nous, le président de Mescart Financial Services depuis New York en direct et Manhattan. Bonjour Grégory, on est ravis de vous retrouver avec une actualité de marché macroéconomique extrêmement riche en plus. On va suivre après-demain le rapport sur l'emploi aux États-Unis. Alors on voit les prix de l'énergie qui s'envolent, puis parallèlement les indicateurs qui restent malgré tout assez favorables. Ce sera intéressant de voir quel signal envoie le rapport sur l'emploi vendredi. On a peut-être un prémisse aujourd'hui avec l'emploi dans le secteur privé. Le chiffre est plutôt meilleur qu'attendu, Grégory. Oui, c'est ce qu'on appelle l'ADP. Et en fait, l'ADP, c'est donc les créations d'emplois dans le secteur privé
qui sont arrivées bien plus fortes que prévu à 450 000. On attendait 100 000 de moins. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? D'abord, il faut dire où est-ce qu'elles ont été, ces créations d'emplois, surtout dans le secteur des services, surtout au niveau de la restauration, des loisirs, mais aussi dans la construction. Donc, ça montre en fait que les chômeurs arrivaient en fin de droit exceptionnel au mois de septembre, cette fois, ils ont été travaillés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, pour faire une prévision avec ce chiffre par rapport au chiffre de vendredi, si on regarde le mois dernier, l'ADP avait annoncé 380 000 créations d'emplois. Tout le monde attendait un chiffre vraiment positif pour le chiffre de l'emploi officiel aux États-Unis. Et résultat, le chiffre de l'emploi était arrivé en baisse à 250 000, beaucoup moins qu'attendu. Donc je dirais, ne faisons pas trop attention aux prédictions qu'on peut faire avec ce chiffre, sauf que ce chiffre quand même montre que les créations d'emplois peut-être se sont à la fois stabilisées et qu'en fait maintenant les entreprises trouvent qui engager quand elles ont besoin de nouveaux personnels. Il y a une autre date à avoir en tête, c'est celle du 18 octobre que Janet Yellen martèle en ce moment. Pour elle, le plafond de la dette sera atteint le 18 octobre et cette échéance se rapproche. On a le sentiment, vu d'ici, vu de Paris et d'Europe, Grégory, que les Républicains et les démocrates, pour l'instant, n'arrivent vraiment pas à s'entendre sur ce plafond de la dette. Mais c'est le genre d'épisode qu'on voit revenir régulièrement aux États-Unis. Est-ce que cette fois, vous pensez que c'est malgré tout plus grave que dans les feuilletons précédents liés au plafond de la dette ? Écoutez, si c'était vraiment beaucoup plus grave et que c'était vraiment une possibilité, les marchés seraient en chute libre. Donc, espérons que ce plafond de la dette va être relevé. Sauf que cette fois, la donne est un peu différente. Les républicains ont dit, et ils le disent tous les jours, nous, on ne votera pas parce qu'on ne veut pas se mettre du côté des démocrates à voter une nouvelle augmentation de la dette américaine. C'est ce qu'ils disent, on pourrait l'analyser, mais pas maintenant. De l'autre côté, les démocrates, alors là, ça devient très très compliqué. Les démocrates, ils veulent pas le mettre dans ce qu'on appelle le processus de réconciliation. Donc, ils veulent pas faire passer ça avec, par exemple, le plan d'investissement en infrastructure et le plan social. Pourquoi ils veulent pas? Je dirais surtout parce que ça prendrait très longtemps de faire les ajustements nécessaires. Et puis en plus, les démocrates, pour le moment, ils n'ont pas de plan ni au niveau des infrastructures, ni au niveau social. Ils sont vraiment dans le désaccord. Alors, ils ont peut-être une autre solution. On parlait, par exemple, que les démocrates demandent la suppression du filibuster. Le filibuster, comme on dit aux États-Unis, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour le plafond de la dette, comme pour toutes les lois, il faut une majorité de 60 sénateurs pour voter ou bien une loi ou bien un budget. Or, pour le moment, il y a 50 démocrates. Ils pourraient annuler le filibuster juste avec leur majorité à 51. Sauf que, évidemment, les démocrates modérés, dont Joe Manchin, dit il n'y a pas question, nous, on ne va jamais voter contre le filibuster. Il faut dire que si on élimine le filibuster, il va y avoir à chaque changement de majorité des allers-retours absolument énormes au niveau de la législation. C'est peut-être pas très, très souhaitable. Donc, on se demande comment les démocrates vont se mettre d'accord. Et il y a quand même de l'inquiétude à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, Biden, il reçoit des gens très importants, puisqu'il reçoit, par exemple, le CEO de JP Morgan, le CEO de Bank of America, le CEO de Intel. Ils vont tous à la Maison-Blanche, justement, pour parler du plafond de la dette. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ce que Biden leur demande, c'est de mettre de la pression. Et cette pression, où ils peuvent la mettre? Ils vont pas la mettre sur les démocrates, ils vont surtout la mettre sur les républicains, ce qu'il semble être une cause perdue d'avance. Donc je dirais, pour le moment, on a l'optimisme à l'américaine. Les Américains sont toujours optimistes, sauf que les démocrates s'enferment un peu plus tous les jours face à ce plafond de la dette. Comme vous le dites, Janet Yellen, elle dit à partir du 18 octobre, on n'a plus d'argent pour payer les dettes passées et c'est là qu'il y a le risque de downgrade de la dette de l'État américain. On aura d'ici là l'occasion d'y revenir, bien sûr, Grégory. Alors, on suit bien sûr aussi les tribulations, les hésitations, on peut aussi le dire, de la Fed, la Réserve fédérale américaine, dans cet environnement très incertain et face aux différentes hausses de prix également. D'autant plus hésitante la Fed. Peut-être qu'elle ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Qui la dirigera dans quelques mois? Le mandat de Jérôme Powell s'achève en février prochain. Et autant ces derniers jours, on parlait d'une possible, en effet, reconduction de Jérôme Powell à la tête de la Fed, autant on sent que désormais, Jérôme Powell est plus fragilisé. Sa nomination pour un second mandat semble se compliquer, Grégory. Oui, pour le moment, il est toujours le favori, sauf que un nouveau front s'est ouvert contre Powell, toujours de la part des démocrates modérés, mais aussi des républicains, il faut vraiment le dire. Le premier front
Qu'est-ce que c'était? C'était de la part des démocrates les plus à gauche de dire Powell, c'est un républicain, il a été nommé par Donald Trump, il n'y a pas de raison d'avoir encore un républicain à la tête de la Fed. Le deuxième front, c'est qu'en fait, il y a eu des membres de la Fed qui sont accusés maintenant d'avoir fait ce qu'on appelle insider trading, c'est-à-dire ils ont vendu des grosses positions d'actions ou acheté avant des décisions importantes de la Fed. Maintenant, il y a 3 membres de la Fed, 2 qui ont démissionné, et le vice-chairman qui est concerné. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tous les jours, vous avez d'autres personnes qui commencent à dire, Powell, c'est peut-être pas vraiment sûr qu'il soit reconduit, ce qui serait vraiment pas positif pour les marchés. Alors, on pose la question à Joe Biden. Qu'est-ce qu'il dit, Joe Biden? Il dit oui. Pour le moment, c'est pas très, très enthousiaste, pour le moment, Jérôme Powell est mon choix, mais il faut que je regarde le dossier plus en détail. C'est pas vraiment très chaleureux. Donc je dirais, ça, c'est une chose que le marché n'a pas du tout envie de voir sous ses yeux, que Powell ne soit pas reconduit ou que ça devienne un gros motif de discussion politique. Powell, c'est comme chez vous avec Lagarde, c'est quand même un peu, disons, un symbole de stabilité pour la Banque centrale américaine. Et c'est un enjeu que suivent bien sûr les investisseurs. Du côté des sociétés, des valeurs dont on parle beaucoup chez vous à Wall Street encore aujourd'hui, il y a un nouveau Facebook, cette panne géante qui avait eu lieu au début de semaine, et puis désormais des controverses sur les pratiques par ailleurs de Facebook. L'Europe qui, elle, pourrait mener une charge contre Facebook sur le plan de la concurrence également. Comment est-ce que vous regardez cette situation, cette période qui est en train de traverser en ce moment Facebook, Grégory? C'est très compliqué pour Facebook parce que c'est vrai, depuis des semaines, il y a eu ces articles dans le Wall Street Journal qui critiquaient Facebook. Il y a eu avant-hier le témoignage devant la Chambre des représentants de ce qu'on appelle un whistleblower, donc la personne qui travaillait chez Facebook et qui dit maintenant en gros que Facebook ne fait rien pour protéger par exemple les enfants, que la seule chose qui intéresse Facebook c'est le profit. C'est très critique, personne n'aime entendre ça. Et puis il y a eu cette panne, et en fait cette grande panne qui a duré des heures de Facebook, de WhatsApp, elle pose problème parce que maintenant on se rend compte que Facebook est devenu indispensable à beaucoup de commerce, à beaucoup d'échanges commerciaux. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui utilisent Facebook, WhatsApp tous les jours, et il y a énormément d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de sites internet de vente qui ont dit mais quand Facebook s'est arrêté, en fait notre business s'est arrêté parce que nous ce qu'on utilisait toujours c'était WhatsApp, que ça soit pour les contacts avec les fournisseurs, avec les clients, les ordres, etc. Donc en fait Facebook devient extrêmement important dans le tissu économique, pas juste au niveau des réseaux sociaux, pas juste au niveau je dirais des loisirs. Et là, ça pose un autre problème, évidemment. Donc, on peut se dire que Facebook va être au centre de cette tourmente réglementaire et qu'on va reprocher à Facebook non seulement peut-être de ne pas s'occuper assez de la santé mentale des enfants, de leur mettre sous les yeux des choses qu'ils ne devraient pas voir, mais aussi de prendre une place beaucoup trop importante dans le tissu économique. Tout ça, c'est des nouvelles vraiment négatives pour Facebook. Un titre Facebook qui recule aujourd'hui de 0,7%. On va rester dans cet univers des réseaux et des nouvelles technologies avec votre recommandation. Vous êtes à l'achat aujourd'hui, Grégory, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, à l'achat sur Snapchat, que vous aviez d'ailleurs déjà recommandé sur cette antenne. Le titre depuis a pris 175%. Vous restez encore aujourd'hui à l'achat. Vous renouvelez cette recommandation à l'achat, Grégory? Absolument. Alors la raison n'est pas si compliquée et en fait elle découle de Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette panne de Facebook? Tout simplement, le volume de visiteurs et d'utilisateurs de Snapchat a augmenté pendant cette demi-journée de 20%. Et on se rend compte plus en plus que il faut absolument, si vous êtes utilisateur d'un des services de Facebook, je dirais d'une certaine façon, répartir les risques. Alors ça peut être avec Twitter, ça peut être avec Snap. Alors Snapchat, pour le moment, c'est à peu près 300 millions d'utilisateurs. C'est déjà un bon chiffre. C'est 90% des jeunes entre 13 et 24 ans aux États-Unis. C'est une position de vente de publicité qui est en train d'augmenter. Alors c'est une fois de plus une compagnie qui n'a pas encore vraiment gagné de l'argent. De temps en temps, vous avez un trimestre positif, mais ça devrait être l'histoire de l'année prochaine.
Mais en même temps, je dirais que toutes ces compagnies, et on peut parler aussi de Twitter si l'on veut, qui sont la concurrence d'une certaine façon, ou l'alternative, si même un meilleur terme, à un Facebook, seront, je pense, très achetées par les investisseurs. Alors, Snapchat, je pense, c'est pas à découvrir aujourd'hui, puisque je vous le dis, il y a une année, j'étais vraiment positif sur le titre, mais de plus en plus maintenant, de gens rejoignent, je dirais, mon navire à ce niveau-là. Donc, Snapchat, même à ces niveaux-là, ça vaut la peine de l'acheter. Et chaque fois que vous allez suivre les controverses qui vont augmenter sur Facebook, vous pouvez vous dire qu'en fait, il y en a un qui va pleurer d'un côté, c'est Facebook, et que ça fera plutôt rire de l'autre côté, ces compagnies telles qu'un Snapchat, un Twitter et d'autres, évidemment. Achat à nouveau et renouvelé, donc recommandation à l'achat pour vous sur Snapchat. Merci beaucoup Grégory Volokin. De retour parmi nous à New York, le président de Mescart Financial Services nous accompagne chaque jour depuis Manhattan en direct. Merci Grégory, bonne journée chez vous là-bas. Aux États-Unis, le CAC 40 recule toujours d'1,5% face à la remontée et le rebond encore aujourd'hui des prix de l'énergie spectaculaire. Nouveau record sur le gaz naturel à plus de 160 tout à l'heure sur le marché d'Amsterdam. C'est un record absolu. On va continuer d'en parler bien sûr avec nos experts. Ça tend très légèrement le marché obligataire. On voit que le dollar remonte et que l'euro du coup ne cesse de s'affaisser face au dollar. L'euro ne vaut plus $1,1535. $1,1535. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec notre trader, notamment Romain Daubry sera avec nous dans une grosse dizaine de minutes.